Il fait gagner des mètres à une équipe, il est tellement important. C'est un mec, en fait, si tu lui rajoutes un buteur autour de lui, il peut être trop précieux pour une équipe. Salut, c'est Scipion. On a décidé de vous régaler en cette fin d'année en ressortant les meilleurs moments de la chronique Je pense à, réalisée avec les copains de League of Legends. Ce moment où on se rappelle des anciens joueurs, des gloires que vous avez peut-être oubliées, mais qu'on va vous restituer en mémoire jusqu'à la fin de l'année. Et c'était mi-mars qu'il a annoncé la fin de sa carrière. Et c'est vrai que quand on parle d'Adebayor, on va forcément tout de suite penser à Arsenal, Tottenham, City, éventuellement le Real, mais pas forcément à Metz et Monaco. Et là encore, on a la chance d'avoir quelqu'un qui l'a vu arriver à Monaco à un moment donné Il est de trop sa connecté, carrière. Nico, en fait. Grave. Comment ? L'émission est Il est trop parfaite. connecté, tu es connecté à toutes les chroniques. Ah, merci les gars, c'est vous qui avez choisi. Et du coup, Emmanuel Adebayor, il débarque en France à 15 ans, en provenance du Togo. Donc en 1999, il débarque à Metz. Choc culturel à tous les niveaux, on peut l'imaginer. Il fait ses gammes chez les jeunes en Lorraine, permet à son club de remporter et de briller dans les catégories jeunes, dans les championnats U17 de l'époque. Et il obtient sa première cape internationale avant même de jouer son premier match pro, ce qui est quand même, je pense, de plus en plus... Enfin, moins rare maintenant, mais à l'époque, c'était quand même assez incroyable. Il jouera avec le Togo un match en 2000 et connaîtra sa première cape en Ligue 1 l'année d'après. Et on a vu d'ailleurs les images passer. Il jouait contre Sochaux, lancé par Albert Cartier. Albert Cartier qui sera démis de ses fonctions dans cette saison messine, remplacé par Gilbert Grèce pour la deuxième partie de saison. Et lors de cette deuxième partie de saison, c'est là qu'il fait vraiment ses premiers matchs, il connaît ses premières titularisations, il va, comme on le voit ici, marquer ses premiers buts aussi en Ligue 1. Malheureusement, il va pas pouvoir empêcher le FC Metz de descendre à la fin de cette saison-là. Il termine 17e. À l'époque, c'était une Ligue 1 18, donc les derniers étaient le 17e descendait encore à l'époque. Il y avait quand même autour de lui Jonathan Jager, Gérald Baticle, Joseph Désiré Job. Et il va commencer à faire son trou autour de ces trois-là. Metz tombe en Ligue 2. Ces joueurs-là partent. Arrive Mamadou Niang, avec qui il va faire une saison de Ligue 2 plus que correcte. À eux deux, ils vont marquer une vingtaine de buts. Ils vont permettre à Metz de faire le yo-yo directement. Et à ce moment-là, lui ne va pas connaître une deuxième saison de Ligue 1 avec Metz. Il va connaître sa deuxième saison de Ligue 1 avec un club qui, à l'époque, était quasiment ce qui se faisait de mieux en Ligue 1. Et je ne dis pas ça, parce que notre invité du jour, il jouait et était chez les jeunes à l'époque. L'AS Monaco. Qu'il avait payé très cher, en plus, il me semble. Hein. Comment ? Le transfert ? Le tout premier transfert Metz-Monaco ? Je vais te retrouver ça. J'ai son transfert à l'étranger, mais j'ai pas son. Je vais te redire ça au niveau du transfert. J'ai même une somme en tête. Il faut que je dis n'importe quoi. Il me semble qu'il avait été transféré pour 17 millions à l'époque et ça m'avait semblé assez énorme. Mais peut-être que je dis une énorme saucisse. Hein. Il y a quand même longtemps. Moi, j'en ai que 3 de Metz à Monaco. 3 millions ? Ouais. Ouais, okay, 17 à l'époque, ça. Après 3 millions d'euros, ça fait 17-18 millions de francs. Donc t'étais pas loin. Ouais, peut-être. T'avais pas converti à l'époque. C'est peut-être ça. Ouais, mais non, mais attends, on est encore en 2004, c'est bon, j'étais déjà passé à l'euro. Non, c'est en 2003. C'est en 2003. 2003, on est déjà à 3 ans d'euros, c'est bon. Alors, c'est ma mémoire qui me joue des tours, tout va bien. Mais excusez, du coup, il est 3h du matin chez moi. Oui, c'est vrai, en plus, t'as le décalage horaire. Oui. Tu l'as vu arriver, toi, Nico, quand t'étais en jeune? On l'a vu arriver et au départ, franchement, c'est un joueur qui sortait de Metz, comme vous l'avez dit. Et nous, on sortait je crois, de la saison. Il était là de l'épopée de 2004, je me rappelle plus. Ouais, il est là. Il est remplaçant. Il est là. Oui, c'est vrai, il est là. Et donc, nous, ce qui nous avait choqué au départ, c'est que nous, on a du mal à faire notre trou au club.
L'autre, il est 84, il a déjà joué en pro, donc il avait 1 an de plus que nous. Et ce qui est impressionnant dans son jeu, c'était dos au jeu, il était très très fort. Et il arrivait, et il allait dans la verticalité, etc. Après, ce qui lui manquait, c'était devant le but, où c'était un peu son péché. C'est vrai que c'était assez Mais brouillon après, au début. voilà. Exactement. Bah, après, c'était un jeune joueur aussi, donc il n'y avait pas la même exigence dans les stats aussi que maintenant. Mais par contre, le problème, c'est que quand tu rentres dans des écuries comme l'AS Monaco avec les joueurs qu'il y a, bah, c'est compliqué d'être titulaire tout le temps bah, quand tu as un défaut comme ça dans ton jeu. Mais après, c'est un mec qui a toujours été dans les petits papiers de Didier Deschamps et qui a fait une énorme carrière. Oui, puis à Et ce moment-là, il y avait juste Dado Perso, Fernando Morientes, Chabani Nonda. Ah, Et c'était Il y avait justement, du beau monde. Hein. ouais. Et c'est pour ça que c'était c'est impressionnant de sa part d'avoir autant de temps de jeu. Ouais. Ah, lui, carrément, lui a carrément. vécu. Bah, la blessure de Shabani Nonda lui va lui donner quand même beaucoup de temps de jeu, notamment en Ligue 1. C'est vrai. C'est là qu'il va le plus jouer de toute façon sur cette saison-là. 31 matchs, 8 buts de passes. Il va connaître, du coup, comme tu disais, Nicolas, l'épopée de Champions League, mais il va pas du tout marquer en Champions League de toute l'épopée. Et généralement, c'est Perchaud et Morientes qui lui sont préférés. Il va jouer un petit peu en poule, mais à partir des quarts de finale, il va jouer seulement 5 minutes jusqu'en finale. Finale où il rentrera pas, et il rentre pas non plus dans la demi-finale. Lui va jouer les matchs de Ligue 1, pendant que les autres, les tueurs, entre guillemets, ou les gens d'expérience, les Morientes, les Perchaud qui a fait une immense campagne européenne cette année-là aussi, eux étaient là pour justement pour aller au bout de la C1. Et c'est d'ailleurs ce qui va marquer un peu cette saison-là chez vous, et peut-être que tu pourras nous en dire plus aussi, mais on sent qu'au fur et à mesure, et on en avait déjà parlé, je crois, dans une précédente émission, au fur et à mesure que Monaco passe des tours en Ligue des Champions, ils perdent des points en championnat. Et en fin d'année, c'était devenu trop complexe de jouer sur tous les tableaux. Et vous finissez 3e, derrière Lyon et derrière Paris, qui sur le sprint final vous grille. Et ça avait été vécu comme un vrai échec, cette 3e place à l'époque. Nous, en fait, si tu veux, moi, j'étais entre la CFA et j'étais venu jouer 2 fois avec les pros contre Marseille quand ils avaient envoyé toute la CFA jouer contre l'OM en Coupe de la Ligue. C'était en décembre. C'était mon premier match avec les pros où il y avait Drogba et tout. Et le deuxième, c'était contre Lyon, donc qui était, je sais pas combien de fois champion de France. Et en fait, on les bat 4-1. Et sincèrement, on était la meilleure. Enfin, ils étaient la meilleure équipe, Monaco. Et le fait qu'on commençait à perdre des points en championnat, et j'ai l'impression que le coach, après ça c'est une vue de l'extérieur, il a fait des choix. Parce que je pense que le titre, tu le perds à Guingamp ou je sais plus, il fallait que tu gagnes pour rester derrière Lyon. Et le problème, c'est que comme tu fais un choix pour aller gagner cette Ligue des Champions, le fait que tu la gagnes pas après, au final, tu perds tout. Et c'est dommage parce que Lyon a tellement dominé ces années 2000, mais cette année-là, je peux vous dire que la meilleure équipe, c'était Monaco. Et c'est dommage des fois parce C'était que. impressionnant. Ouais, franchement, c'était impressionnant. équipe Nous, de des fous fois, on allait furieux. s'entraîner de temps en temps. Tu perds un ballon, il y a 10 mecs qui te regardent de travers. C'est l'exigence dans un extrême. Mais c'est bien parce que nous, on apprend. C'est comme ça aussi que tu apprends de ces grands joueurs-là. C'est cette exigence continue. Des fois, tu allais dans des. Je me rappelle, on était allé sur un golf, courir 40 minutes un matin à fond. En plus, tu peux pas tricher parce que tu as les espèces de cardio sur toi. Tu peux pas te mettre dans un coin ou quoi que ce soit. C'était impressionnant en fait parce que je trouve qu'il y avait quand même une longueur. Il y avait une longueur dans l'effectif parce que tu avais du Edouard Cissé, tu avais du Plasil, tu avais Zikos, Bernardi. Zico, Bernardi, ouais. T'avais Ouais, sacrée équipe. Esquilachi, j'y vais. Skilacci, j'y vais. Rodriguez. T'avais Rodriguez, t'avais Ibarra. Evra, Maicon, il n'était pas là Roten. encore. Ouais, Evra, Roten. Maicon, c'est la saison d'après.
La saison d'après, exactement. Et, et franchement, c'est de rien gagner à la fin, ça a été quand même frustrant, je pense. Ouais. Ah bah oui, forcément. Tu et passes je- d'une saison où tu peux gagner le titre et la Ligue des Champions et à rien du tout, enfin, à aucun des deux, ça fait mal, quoi. Exactement. Mais par contre, nous, de l'extérieur, en fait, les jeunes du centre, ils nous ont fait rêver. Le 8-3 de la Corogne, c'était incroyable. Le Real qui vient, en fait, tu vois en plus tous les supporters, même de Monaco, qui venaient partout et tout. C'était de la folie, c'était incroyable. Et justement, bah Alex, tu commençais à le dire, l'année d'après, des changements dans l'effectif. Perchaud s'en va, Morientes s'en va, nouvelle attaque qui se crée un petit peu autour d'Adebayor. Chevanton, Saviola, Calonne, qui vont arriver successivement sur les mois qui suivent. Lui devient vraiment le numéro 1 de l'attaque de Monaco. Titulaire encore une fois, indiscutable cette fois-ci en Ligue des Champions et en Ligue 1. En Ligue 1, il continue de marquer. 13 buts, 3 passes sur toute la saison et avec les matchs de coupe. Mais en Ligue des Champions, et c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure déjà, et c'est ce qui lui était reproché quand je retrie un petit peu les articles de l'époque, Ligue des Champions, 0 but, en étant pourtant le titulaire indiscutable. Et c'est un peu ce qui va laisser une petite amertume aux supporters de l'ASM de cet Adebayor-là, qui va corriger d'ailleurs après en Angleterre. Mais c'est qu'à l'époque, c'était pas le tueur à 20-25 buts que le club notamment avait connu les années précédentes avec un Shabani Nanda. Et peut-être que cette comparaison-là, il va en souffrir un petit peu sur la deuxième saison, ou même en étant ultra titulaire, il va pas réussir à faire ce nombre de buts-là. Et au-delà d'un nombre de buts, à convertir tout ce qu'on va pouvoir lui apporter en termes d'occasion. Et de nouveau, bon, là, ça va se déliter un petit peu au niveau de la Champions League. Le parcours sera légèrement moins chouette. De nouveau, pas de titre à la fin de la saison. Et ensuite, il restera 6 mois avant de partir à Arsenal. 6 mois un peu émaillés par des blessures où il va plus ou moins disparaître et laisser la place à d'autres numéros 9. Et là, justement, c'est pour plus d'une dizaine de millions d'euros qui va partir à Arsenal, voulu comme jamais par Arsène Wenger. Ouais, mais au final, ce qu'il fait à Monaco, c'est un peu aussi ce qui s'est passé dans sa carrière. Je crois il fait une seule grosse saison. On parle de serial buteur, hein, genre à plus de 20 buts. Je crois qu'il en fait une seule avec Arsenal. Le reste, c'est des saisons à 8, 9 buts. Il gagne, je crois, il gagne une Coupe d'Espagne dans toute sa carrière. Ouais, avec le Real, ouais. Globalement, enfin, si on doit faire un référent des footballeurs africains, après, il a réussi ce qu'il a réussi avec le Togo à se qualifier pour la Coupe du monde 2006, c'est un exploit. Surtout où on voit maintenant où est le Togo sur la scène africaine. Mais globalement, c'est un attaquant qui n'a jamais été vraiment généreux en but, au final. Adebayor. Tu peux Il y a 2 pas, grosses c'est pas saisons. si tu le compares à Eto'o ou à Drogba par exemple, c'est pas un serial buteur qui va te faire plusieurs saisons à 20, 22. Et quand on voit maintenant ce que peuvent produire les attaquants, lui c'était différent. Il avait d'autres qualités. Mais sa qualité première pour un buteur, c'était pas forcément la finition. Il va avoir Un 2 très pivot. grosses saisons dans sa carrière. Une avec Arsenal où il va marquer 24 buts en Première Ligue et une Voilà, avec celle-là. Tottenham où il va faire Celle où il est en 17 prêt. buts, 11 passes. Ouais. Voilà. 17 Mais tu te rends buts, compte 11 passes. Et sur c'est 20 ans de carrière? Bon, après, il dépasse quand même à City la quinzaine de buts sur une saison. Mais c'est vrai que c'est pas le numéro 9 qui, tous les ans, va te mettre 20, 25 buts, comme on en a vu passer en championnat de France, comme à l'époque, Nanda pouvait te le faire, Paoletta pouvait te le faire, etc. Et au final, son plus grand souvenir, ce qu'il aura laissé de mieux à Monaco, c'est un triplé, malgré tout. Un triplé contre Montpellier. On a les images, c'était lors de sa première saison, si je dis pas de bêtises, et notamment ce but où il va quand même la chercher un peu tout seul, il décolle à 3 mètres, il apprend de la poitrine, et c'était aussi ça, même si, tu vois, tu disais, c'est pas un joueur qui va te mettre 20 buts, mais c'est un joueur qui, sur une action comme ça, est capable, de par ses qualités naturelles, de te finir toutes les actions possibles. Il était tellement immense, ce Hmm. mec, c'était incroyable. Non, après, c'est Enfin, je parle au passé, typiquement, il est toujours. Hein.
Ça, c'est typiquement une de ses forces, ça, tu vois, le premier but qu'on voit, c'est-à-dire que tout ce qui était, dès que l'équipe a galéré un peu, domaine aérien, je te lance le ballon un peu, à peu près au hasard, et lui, il garde le ballon, il fait monter le bloc, il fait gagner des mètres à une équipe, il est tellement important. C'est un mec, en fait, si tu lui rajoutes un buteur autour de lui, il peut être trop précieux pour une équipe. Mais c'est pour ça qu'à un moment donné aussi, déjà sous Deschamps, mais encore un petit peu dans les saisons qui ont suivi l'épopée de Ligue des Champions, il jouait quand même. Il y avait quand même un plus petit qui lui tournait autour. Tout à l'heure, on a cité Saviola. C'était des joueurs qui pouvaient, ou Chevanton, c'était quand même des. Ça marchait aussi par binôme à un moment donné chez vous en attaque. Oui, ça marchait par binôme. Après, c'est parce que aussi, je pense que l'année d'avant, tu as perdu trop de joueurs après l'épopée de la Ligue des Champions. Et fallait te réinventer et ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient aussi.